Investir en immobilier, est-ce le bon moment avec les conflits en Iran et en Ukraine? On se pose beaucoup de questions sur les taux d'intérêt, sur les prêts, sur les aides. On va faire un point complet aujourd'hui dans Vision d'entreprise, notre émission digitale sur bfmbusiness.com. Et je reçois Erkan Mutlu. Bonjour. Bonjour Gilles Barret. Vous êtes président de Bonaparte Promotion. Alors, quelles sont les conséquences du conflit en Iran, en Ukraine également? Est-ce que les banques continuent à nous prêter de l'argent si on veut investir en immobilier? Alors oui, les banques continuent de prêter. La problématique, c'est qu'on a un indice de référence qui aujourd'hui n'est pas le bon indice de référence parce qu'on a tendance à se remémorer la période 2015-2020 qui était une période de stabilité avec des taux qui étaient excessivement bas et aujourd'hui on a tendance systématiquement à faire référence à cette période. Donc est-ce que les banques continuent à prêter? Oui, elles prêtent, mais plus à n'importe quel taux, à n'importe quelle condition, parce qu'effectivement avant elles prêtaient tout et finançaient un peu n'importe quoi à n'importe quel prix. Aujourd'hui, les banques sont devenues un petit peu plus prudentes. Donc, on est revenu. D'ailleurs, à cette époque-là, on était dans une période que nous-mêmes, nous considérions comme anormale ou extraordinaire. On est revenu à une période de normalité où il faut effectivement être scrupuleux dans l'analyse des dossiers de financement. Donc, les banques continuent de prêter, elles continuent de faire leur métier, de financer l'économie réelle. Et donc, il ne faut pas confondre impact et blocage. Donc oui, il y a un impact forcément, parce qu'on est dans un environnement tendu, avec un environnement inflationniste, mais par contre, elle continue de prêter. Donc, il y a un paramètre important quand même, c'est l'apport qu'il faut apporter pour avoir son prêt. Oui, l'apport. Et moi, un deuxième élément que je voudrais apporter sur votre question, qui pour moi me semble importante, parce que l'impact, effectivement, il est au niveau des banques, mais il est également au niveau des acheteurs. Les acheteurs eux-mêmes évoluent parce que, bon, ça fait 25 ans que je fais de l'immobilier, et moi j'assiste à un comportement que je qualifie en accordéon. Quand la conjoncture est bonne, ils s'éloignent de leur lieu de travail parce qu'ils vont chercher de la quiétude, et ils achètent à ce moment-là des mètres carrés, et quand la conjoncture se tend, ils se rapprochent de leur lieu de travail, et là ils n'achètent plus des mètres carrés, ils achètent des minutes de transport. Vous voyez, donc en d'autres termes, tantôt ils s'éloignent, tantôt ils se rapprochent, et donc on assiste aujourd'hui à un phénomène de rapprochement parce qu'ils veulent économiser du carburant, parce qu'on assiste à un renchérissement des hydrocarbures, et donc effectivement les gens ne veulent plus dépenser leur argent. Ils cherchent aujourd'hui des biens qui soient dans des environnements urbains ou périurbains, avec de l'accessibilité de transports en commun, des gares, des bus, des RER, etc. Et donc voilà. Le deuxième élément sur le comportement des acheteurs, je crois que vous voyez, il y avait auparavant des phénomènes qui étaient beaucoup plus stables. C'est-à-dire qu'on avait pendant 3, 4, 5 ans des phénomènes de stabilité, et ensuite on avait des crises qui étaient extrêmement violentes, qui duraient 1 an, qui bloquaient le marché, et ensuite on repartait sur des périodes de stabilité. Quand on analyse ce qui se passe depuis 5-6 ans, on a eu le Covid, on a eu des confinements, l'Ukraine, on a eu les gilets jaunes, aujourd'hui on a l'Iran. On enchaîne les crises, c'est ça? Oui, on enchaîne les crises, et on est dans un environnement de polycrise. Et en fait, les gens se sont habitués à cet environnement de crise. Donc il y a eu un phénomène de blocage, parce que quand il y a des tensions, on est figé, on est bloqué, on reporte, et finalement les gens se disent, c'est un peu comme une économie d'hier, on ne va pas arrêter de vivre parce qu'il y a des conflits au niveau international. On va donc du coup se réinventer, on va continuer à acheter. Donc aujourd'hui, effectivement, on assiste à une poursuite de l'activité. Et donc, pour revenir maintenant à votre question sur l'apport, exactement, l'apport aujourd'hui est devenu une nécessité. Quand on achète de l'immobilier existant auprès des agences immobilières traditionnelles, les banques vont exiger 10% d'apport en moyenne. Pourquoi? Parce que vous allez avoir 7-8% de frais de notaire, les frais de garantie, on arrive vite à 10%. Pour un bien qui fait 300 000 euros, ça représente 30 000 euros. C'est considérable, 30 000 euros. Beaucoup, oui. Tout le monde n'est pas en mesure aujourd'hui de mettre 30 000 euros, parce qu'il faut également
analyser le point suivant, c'est que les banques agissent selon les exigences du HCSF, le Haut Comité à la stabilité financière. Elles ont respecté le taux d'endettement, le reste à vivre, etc. Il y a l'apport. Il ne faut pas confondre apport et épargne après opération. Parce que si on passe chez le notaire et qu'on a la boîte de vitesse qui casse, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de souscrire un prêt à la consommation. Les banques veulent de la visibilité et de la lisibilité. C'est la raison pour laquelle les banques exigent de l'apport, mais pas seulement. Et dans le neuf, il y a moins d'apport. Exactement. Ça, dans faut le préciser. Neuf, tout à fait. Pour le même exemple d'un bien à 300 000 euros avec 10%, 30 000 euros, dans l'immobilier neuf, sur notre marché, eh bien, c'est 2% généralement qui sont requis. 2%, 300 000, 3 fois 2, 6 000 euros. Et là, on arrive effectivement à solvabiliser un nombre beaucoup plus important d'acquéreurs. Et en fait, on tord le cou à cette légende urbaine qui consiste à croire qu'on n'est pas capable d'acheter avec peu d'apport. Alors, l'idéal, c'est arriver à la retraite en étant propriétaire et son crédit payé. Ça, c'est vraiment l'idéal. Aujourd'hui, quelles sont les aides qui pourraient permettre aux Français de devenir propriétaires? Il y a le prêt à taux zéro pour commencer? Oui, c'est vrai. Le prêt à taux zéro, c'est l'un des dispositifs les plus généreux. On est toujours en train de dire que les aides, c'est pas pour nous, les aides, c'est pour les autres. Et les aides, on n'y a jamais droit. On a un dispositif qui permet à 80% des Français de devenir propriétaires. Les primo-accédants, donc les gens qui achètent pour la première fois ou qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale durant les 2 dernières années, c'est le prêt à taux zéro. Pour le même bien dont on parlait à 300 000 euros, on est capable de financer jusqu'à 50%, c'est-à-dire jusqu'à 150 000 euros subventionnés par l'État, un prêt sans intérêt. C'est énorme et donc effectivement, ça réduit considérablement le coût du crédit, donc on fait des économies jusqu'à 80 000 euros sur le coût du crédit. Allez, deuxième idée, c'est l'ANRU, c'est moins connu. Là, on a une TVA minorée. Oui, la TVA minorée, quand on achète un bien de consommation, vous avez en main un stylo, le stylo coûte 1 euro, en réalité il coûte 80 centimes, parce que 80 centimes c'est la valeur hors taxe, et 20% c'est la TVA. D'ailleurs c'est la même chose, c'est pas comme quand on assiste parfois à des phénomènes de réduction, on va augmenter le prix pour le rediminuer, non, là le prix il est le même, il est systématiquement le même, et simplement quand on achète pour investir, quand on l'achète pour le mettre en location, on achète en TVA pleine à 20%, quand on achète pour sa propre résidence principale, on va l'acheter en TVA réduite à 5,5%. Et donc, pour un bien qui fait 300 000, ça fait 43 000 euros d'économie. Vous voyez, donc ça, c'est bien. C'est énorme. C'est énorme. Et quand on cumule prêt à taux zéro et TVA réduite, la TVA réduite, chez nous, par exemple, c'est 35% de nos ventes. C'est énorme également. 35% de nos ventes, c'est considérable. 35%, on permet en fait à un nombre important de personnes qui souhaitent accéder à la propriété de le devenir dans de bonnes conditions. Troisième idée, rapidement, le dispositif Jeanbrun, c'est tout nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien. Alors, Monsieur Jeanbrun a mis en place... Exactement, le ministre du Logement a mis en place le dispositif. En fait, on change de paradigme. On passe c'est le nouveau moteur de l'immobilier neuf, on passe de la défisc traditionnelle au statut du bailleur meublé. C'est-à-dire qu'on va permettre d'amortir son bien comme un industriel pourrait amortir la valeur d'une machine. Et donc, c'est vertueux, on va dans le bon sens en tout cas, parce qu'on a commencé à faire des ventes et ça va apporter un bienfait significatif. Voilà pour ces 3 idées d'investissement. Alors, Bonaparte, vous vendez, vous financez et vous assurez des biens dans le neuf, c'est ça? Tout à fait. Nous sommes un opérateur intégré parce qu'on a compris une chose depuis très longtemps, c'est que quand on achète un bien immobilier, eh bien, on ne fait pas que d'acheter parce on doit le financer, on doit également l'assurer. Et donc, on vend, on finance, on assure. Nous avons un portefeuille de 300 promoteurs. 300 promoteurs, ça représente 50 000 logements. Donc, nous avons une offre extrêmement large qui permet à n'importe qui de pouvoir trouver son bonheur chez nous. Donc, en fait, nous allons effectivement accompagner notre client dans l'achat, mais pas seulement. Le financement n'est pas simplement un produit supplémentaire, c'est une brique constituante d'un achat et ça permet de financer au bon taux et surtout d'assurer aux bonnes conditions. Donc effectivement, nous vendons, nous finançons et nous assurons le bien immobilier de nos clients. Comment est-ce qu'on entre en contact avec vous? Vous avez des agences physiques? Oui. On parle depuis quelque temps de l'IA. On parle de l'IA partout. Nous travaillons avec l'IA tous les jours. Mais par contre, l'IA ne vous accompagne pas chez le notaire. L'IA ne vous accompagne pas en visite chantier. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons, nous, à croire aux agences physiques. Parce que notre rôle, c'est d'accompagner notre acheteur. Et donc, nous avons aujourd'hui 16 agences. Nous avons une croissance forte parce que nous allons rapidement sur 25 agences. Notre objectif, c'est de mailler l'ensemble du territoire. Nous sommes en train de construire notre région ouest. Nous ouvrons des agences en Bretagne, donc Brest, Vannes. Nous ouvrons également Nantes et Rennes. Donc ça, c'est la région ouest, mais pas seulement, parce que sur
sur toute l'année, nous allons ouvrir des agences. L'objectif, c'est d'arriver à 25 agences. Nous sommes un réseau salarié, donc nos collaborateurs on n'a pas d'agent co, on n'a pas de freelance, on n'a que des collaborateurs salariés, donc on recrute sur toutes les régions aujourd'hui. Mais on peut frapper à votre porte alors, donc un peu partout en France. Merci beaucoup Erkan Moutlu d'être venu sur cette vision d'entreprise. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur bfmbusiness.com.